Bonjour à tous. Bonjour et merci d'être aussi nombreux à vous connecter pour ce webinaire que j'aurai le plaisir de vous présenter. Nous allons attendre encore une petite minute, le temps que tout le monde soit là avant de démarrer ensemble. Et nous serons ensemble pendant une quarantaine de minutes afin d'échanger sur les évolutions de la nouvelle version de la norme ISO 27001 et avoir aussi le temps de répondre à vos éventuelles questions que j'espère seront nombreuses. Non. Je vois qu'il est 11h02, donc bienvenue à celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. Et merci de votre présence pour ce webinaire qui sera consacré à la présentation d'une note de synthèse sur les évolutions de la norme ISO 27001 qui a eu lieu en 2022 et qui aujourd'hui présente des challenges plutôt conséquents, on verra par la suite, aux entreprises qui sont déjà certifiées et qui souhaitent donc transiter vers cette nouvelle version de la norme. Donc, avant toute chose, je me permets de me présenter d'abord. Moi, c'est Nadir Djedid, je suis le directeur du domaine conformité au sein de ForMind. J'ai 14 ans d'expérience partagée entre l'enseignement, la recherche et le conseil. Et je serai aujourd'hui votre présentateur pour ce webinaire et j'aurai le plaisir aussi de répondre à vos éventuelles questions. Donc, pour dérouler ce webinaire, nous souhaitions donc suivre le plan qui s'affiche sur votre écran. Donc, d'abord, une brève présentation de ForMind, du cabinet ForMind et quelles sont les offres que nous proposons à nos clients et partenaires avant d'entrer dans le vif du sujet et rappeler les délais accordés aux entreprises déjà certifiées avant leur transition vers l'ISO 27001 version 2022. Nous allons aussi aborder de manière plutôt détaillée les spécificités de la nouvelle norme, ce qui représentera le plus large du contenu de ce webinaire, avant de parler de quelques retours d'expérience de missions d'accompagnement que l'on réalise en ce moment même auprès d'entreprises qui transitent vers la nouvelle version de l'ISO 27001, donc 2022. À la fin, nous allons conclure avec quelques questions ouvertes sur des débats sur la pertinence de considérer l'ISO 27001 comme étant le socle commun autour duquel vont venir se pluguer les autres référentiels et donc faciliter l'atteinte de la conformité à d'autres référentiels et réglementations européennes qui viennent et qui sont d'actualité. Et évidemment, nous consacrerons un petit moment pour les questions-réponses. Donc, sans plus tarder, ForMind, c'est un cabinet français, déjà, pure player en cybersécurité, qui offre 3 grandes lignes de services. D'abord, le conseil en sécurité de l'information, l'intégration de solutions de sécurité et le SOC managé. ForMind a bientôt 15 ans d'existence et offre une couverture quasi intégrale de la France métropolitaine à travers ses antennes, mais également une présence à l'international à travers les antennes marocaines, canadiennes et espagnoles. Concernant les offres, elles s'articulent en 2 grandes BU, si j'ose dire, ou 2 grandes lignes de services, ce qui se trouve sur la droite de ce cercle sont les offres dites de gestion, gouvernance, risque et conformité. Donc, on y retrouve des offres dédiées au CISO, au RSSI, donc toutes les offres de services qui autour de l'appui des RSSI, la maîtrise des tiers, la sensibilisation, le pilotage et contrôle de la SSI, en plus des offres sur l'audit, la gestion des risques, la résilience et gestion de crise cyber, ainsi que la conformité, donc le domaine dont je suis responsable et qui comprend, au-delà des audits, des offres aussi d'accompagnement à la mise en conformité, de l'aide à la certification. Et nous abordons comme principaux référentiels ceux que vous voyez juste ici, donc DORA, NIS2, HDS pour les hébergeurs de données de santé, le RGPD, l'ISO 27001
le SecNum Cloud, le PCI DSS, bref, tous les référentiels phares du marché sont traités au sein de ce domaine. Et puis sur la partie de gauche, on retrouve voilà, des accompagnements plutôt à dominante technique. Ça va de la sécurité opérationnelle à la sûreté, en passant par des offres sur l'identité numérique, sur la sécurité dans les milieux industriels, donc sécurité de l'OT, et enfin la sécurité cloud et périmétrique, ainsi que les AT. Donc, maintenant que le décor est planté, je vous propose de basculer d'entrer dans le vif du sujet, de peut-être rappeler dans un premier temps le calendrier accordé par les organismes certificateurs avant le basculement définitif vers la nouvelle version de la norme ISO 27001, donc dans sa version 2022. Donc, la 27001, depuis sa première création, a connu moult changements. Depuis 2005, il y a eu des changements, des révisions en tout genre, parfois des révisions de forme, des fois de fond. Et la révision majeure qui a eu lieu, donc c'est celle qui représente la version actuelle de la norme, donc celle de 2022, qui a eu le 24 octobre. Et à partir de ce délai, donc à partir du 1er mai 2024, la certification initiale et recertification selon la 27001 2022 sera la seule option qui serait offerte aux entreprises dorénavant et qui ne sont pas encore certifiées ISO 27001. Pour celles qui le sont déjà, et vous êtes nombreux à vous y connecter aujourd'hui, vous avez un délai jusqu'au 31 octobre 2025 avant de basculer définitivement vers la nouvelle version de la norme 2022. Et donc, voilà, l'idée ici, c'est de vous sensibiliser aussi sur la nécessité d'anticiper un tant soit peu les changements qui ne seront pas complètement neutres, on va le voir après dans le détail, et assurer donc, garantir le maintien de votre certification, votre renouvellement de certification, suivant la nouvelle version de la norme sans grand risque. Justement, cette norme, parlons-en peut-être plus un petit peu en détail. Donc, les spécifications de la nouvelle norme, elles sont arrivées dans l'objectif de refléter une partie des évolutions réglementaires. Il est assez évident qu'aujourd'hui, on constate nombreuses réglementations qui sont apparues, nombreuses évolutions réglementaires qui font que l'ancienne version de la 27001 ne permettait pas de couvrir ces évolutions. Donc, on parle par exemple de l'avènement du RGPD, pour ne citer que cette réglementation phare. Et donc, l'ISO 27001, en réponse à cette nouveauté, l'organisme ISO a entrepris l'inclusion des considérations sur la protection des données personnelles dans sa propre norme, donc ISO 27001. En plus de l'introduction d'un vocabulaire spécifique à la protection des données, on retrouve l'appellation information personnellement identifiante dans le présent référentiel, et qui permet donc de garantir, en plus de la sécurité de l'information au sens large, une attention plus particulière à la protection des données à caractère personnel. L'objectif aussi de cette évolution est de prendre en compte plutôt l'évolution technologique. Évidemment, on constate assez facilement le basculement à grande échelle vers les solutions cloud qui rentrent dans notre vie quotidienne, toute entreprise confondue. Donc ici, l'idée était de mettre à jour les mesures de sécurité pour permettre de mieux contrôler l'utilisation de ces services cloud de manière sécurisée. Il y a aussi, de par le fait de faire appel à des hébergeurs de données, des hébergeurs cloud et des hébergeurs en data center, la nécessité d'inclure aussi des éléments, des mesures sur la surveillance de la sécurité physique qui ont été renforcées donc à travers cette nouvelle version de la norme. Il s'agit aussi de mieux qualifier les contrôles par l'ajout d'attributs. Nous allons voir tout à l'heure quelques exemples d'attributs qui ont été donc apportés dans cette nouvelle version et qui permettent simplement de mieux finalement orienter ou de mieux répartir le travail à travers les équipes opérationnelles, à travers les équipes aussi managériales, pour qu'elles puissent facilement se repérer et savoir connaître assez rapidement et de manière assez triviale quelle est la part qui leur incombe dans la mise en conformité à l'ISO 27001.
Donc, on a aussi des mises en correspondance avec le CCF, le Command Control Framework du NIST, et qui va faciliter la vie aux entreprises peut-être multinationales qui auraient l'objectif de poursuivre la double conformité à la fois à l'ISO 27001 et aussi au NIST. Et puis enfin, l'idée aussi était de rationaliser les contrôles de sécurité qui sont passés à 93 mesures au lieu de 114 et regroupés en 4 petites thématiques au lieu de 14 qui étaient présentes dans l'ancienne version de la norme 27001. Le dernier point, oui, permet, lui, d'attribuer donc les attributs qui permettent de répartir les contrôles de plusieurs domaines ou sous-domaines. Là aussi, toujours dans un souci de répartition des rôles et responsabilités, ne pas tout concentrer sur le seul RSSI ou le seul pilote du SMSI. L'idée ici est de mieux répartir ses charges et mieux répartir ses responsabilités pour éviter tout effet de SPOF. Alors, d'abord en synthèse, qu'est-ce qui a changé concrètement dans cette nouvelle version de la norme par rapport à ce qui existait avant? Eh bien, avant toute chose, vous devez savoir que la norme ISO 27001 se présente en 2 parties. La première concerne les clauses, donc les exigences de la norme, c'est des clauses de 1 à 10, mais en réalité, là où on retrouve les exigences, c'est à partir de la clause 4, de 4 à 10. Donc sur cette partie-là, je vous le donne en mille et sans forcément trahir un secret, il n'y a pas eu des changements drastiques sur cette partie de la norme, si ce n'est quelques ajustements sur la clause 4 que vous voyez ici dans le contexte de l'organisation où il est maintenant demandé à ce que les parties intéressées soient déterminées, certes, mais aussi leurs exigences soient clairement détaillées et que l'organisation détermine aussi lesquelles de ces exigences seront traitées par le SMSI. Donc ça, c'est des ajustements qui ont été apportés pour peut-être aider les entreprises qui ne l'auraient pas réalisé de manière, on va dire, intuitive, à le faire figurer dans leur documentation, par exemple la politique SMSI ou le manuel SMSI. L'autre changement aussi concerne la clause 6, planification, où il est dorénavant attendu de planifier les modifications appliquées au SMSI. Voilà, cette clause concerne globalement la gestion des risques au sens large, mais maintenant, elle concerne aussi, ces changements ne concernent plus les changements de paradigme qui auraient un impact sur l'analyse de risque, mais plutôt sur des changements réalisés ou survenus sur le SMSI doivent être planifiés avec une analyse d'impact en amont et savoir si les processus vont continuer à fonctionner comme cela est attendu malgré les changements qui seront opérés. Sur la clause 8, fonctionnement, là, il est question de définir des critères qui permettent de contrôler les processus nécessaires à la satisfaction des exigences SSI. Donc, ça vient renforcer le caractère pilotage, indicateur qu'il va falloir donc penser dès la phase de fonctionnement avant de pouvoir les apprécier dans la clause 9, donc l'évaluation de la performance à l'occasion des revues de direction, où ici, il est attendu de mettre à jour l'ordre du jour de cette revue de direction afin de couvrir toutes les thématiques incontournables du SMSI. On parle ici des changements dans les besoins et attentes des parties prenantes, les retours sur les performances du SSI, les retours sur les parties intéressées, les résultats de l'analyse de risque, les opportunités d'amélioration continue. Bref, c'était des éléments qui étaient peut-être déjà induits de manière intuitive dans vos propres SMSI. Cette fois-ci, la norme souhaite l'écrire noir sur blanc pour que ça soit indiqué comme une exigence à part entière et s'assurer de l'homogénéité finalement de l'application de ces exigences à travers les différentes entreprises. Toujours dans la synthèse des évolutions, et c'est là où finalement il y a eu le plus gros changement, c'est sur l'annexe A. Donc l'annexe A qui vient accompagner les exigences 4 à 10 que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc cette annexe comprend, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le sujet, une liste des mesures de sécurité préconisées par ISO et qu'il conviendrait d'appliquer si ces mesures-là ont un impact ou font écho à un des risques identifiés dans la phase d'analyse du risque. Donc, c'est vrai que c'est des mesures qui ne sont pas des exigences à part entière au début, mais qui peuvent le devenir pour peu que l'on
justifie, que l'auditeur justifie la nécessité d'appliquer cette mesure parce qu'elle répond à un contexte spécifique à l'organisation, donc ça répond à une obligation légale, réglementaire, ça répond aussi à l'écosystème qui entoure l'entreprise, ou bien répond directement à un des risques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un des risques qui ont été identifiés lors de la phase de planification et donc de l'analyse de risque. Donc globalement, il y a eu quelques ajouts, des modifications de fond de chapitre, il y a eu aussi surtout des fusions, beaucoup de fusions entre chapitres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les principaux ajouts tournent autour de la gestion de la configuration, la prévention des fuites de données, ou ce qu'on appelle les systèmes DLP, la sécurité dans le cloud, on l'a évoqué tout à l'heure, donc avec des spécificités assez détaillées, et puis la continuité d'activité des TIC, donc des technologies d'information et de la communication. Donc ça vient compléter la continuité d'activité du SMSI et la continuité d'activité métier qui était donc jusque-là demandée ou clairement décrite dans l'ancienne version de la norme. Ici, en plus de ces deux-là, on décrit la continuité d'activité des technologies d'information et de communication qui vont permettre donc de supporter les valeurs métiers et donc les processus métiers inclus dans le périmètre du SMSI. Donc, quelques modifications aussi de fond de chapitre concernent le contrôle d'accès, la continuité des services de l'information. Ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est que de ces 14 chapitres, il n'en reste que 4 thématiques, les mesures organisationnelles, les mesures liées aux personnes, les mesures physiques et les mesures techniques ou technologiques, et qu'on passe de 114 mesures de sécurité à 93 mesures. Donc, aucune mesure n'a été supprimée. Ça aussi, il est important de le mentionner. Cela veut dire que ce que vous avez réalisé sur la base de la 27001-2013 ne sera pas perdu. Il sera juste réorganisé pour faire écho à cette nouvelle réorganisation des chapitres et cette nouvelle rationalisation en quatre thématiques principales. Je ne l'ai peut-être pas indiqué au début de la présentation, mais vous avez dû recevoir un lien dans la conversation et aussi un bouton en bas de la page pour recevoir déjà la présentation et puis éventuellement échanger un peu plus en détail sur votre contexte en particulier, dire quels seraient les impacts spécifiques à votre organisation. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, à renseigner donc le formulaire qui va bien pour qu'on puisse vous transmettre par la suite le contenu et donc maintenir ce contact. Donc, juste pour terminer sur cette partie-là concernant donc, la répartition des contrôles en 4 thématiques, donc on les voit ici avec un format quantitatif. Donc, on retrouve 37 des mesures de sécurité qui sont regroupées dans les mesures organisationnelles. 8 d'entre elles sont maintenant rattachées aux mesures liées aux personnes, 14 sur les mesures physiques et 34 rattachées aux mesures techniques et technologiques. Donc, l'idée de cet échange aussi était de mettre en exergue les nouveautés, les nouveaux sujets, les nouvelles mesures de sécurité qui ont été induites par la nouvelle version et de ne pas revenir forcément sur les modifications de forme ou sur les fusions de chapitres. Donc justement, concernant ces 11 nouveaux contrôles de sécurité, vous les voyez ici. Donc on a des contrôles dans le chapitre 5 concernant la veille sur les menaces, ou veille des menaces, des contrôles concernant la sécurité de l'information dans l'utilisation des services cloud, d'autres sur la préparation des TIC pour la continuité d'activité. Et puis, dans le chapitre 7, on retrouve la surveillance de la sécurité physique, et le chapitre 8 comprend donc des changements ou des nouveautés sur la gestion de la configuration, la suppression d'informations, le masquage des données, le DLP, les activités de surveillance, le filtrage Internet et le développement sécurisé. Donc, on voit que le chapitre 6 n'a pas connu de nouveaux sujets, mais a été plus l'objet de fusion, de réorganisation de chapitres. Donc, concernant ces nouveaux chapitres, l'idée de cette présentation était de vous fournir un bref résumé de ce que contiennent ces chapitres. Ce qui est attendu, c'est qu'il faut comprendre aussi entre les lignes du texte. Donc ici, sur la veille des menaces, ce qu'on peut
retenir, donc, c'est que le renseignement sur les menaces déjà consiste à recueillir et à analyser des sources d'informations qui vont permettre d'anticiper l'impact que pourraient avoir les menaces sur votre organisation, donc, afin de réduire, bien sûr, les risques inhérents adjacents à cela. Donc, les activités de renseignement, comment on pourrait les résumer? C'est à travers l'établissement déjà d'objectifs de production de renseignements, qu'on va venir de ce qu'on souhaite atteindre comme objectif. Ça reste assez trivial. Avant d'entamer donc les autres étapes qui sont donc l'identification et le contrôle et la sélection des sources d'informations, qu'elles soient internes ou externes. On passe aussi par la collecte d'informations auprès des sources qu'on aura donc sélectionnées. On va devoir aussi réaliser des étapes de traitement de ces informations recueillies pour préparer l'analyse, par exemple en traduisant, en formatant, en corroborant les informations pour les rendre plus accessibles à différentes populations au sein de l'organisation. Et puis, on va analyser les informations pour comprendre comment elles sont liées et quel est leur impact sur l'organisation pour pouvoir par la suite les prioriser et les traiter dans les délais impartis. Il s'agit évidemment aussi à la fin de communiquer et partager l'information aux personnes concernées autour de ces menaces pour s'y préparer de la meilleure manière possible. Pour ce qui est du deuxième point qui concerne la sécurité de l'information dans l'utilisation de services cloud, il s'agit ici de préparer les organisations, si elles ne l'ont pas déjà fait, à mieux maîtriser les risques liés à l'utilisation de services en cloud. Donc aujourd'hui, nous constatons que bon nombre d'entreprises s'appuient déjà sur des services cloud et qui ont déjà anticipé ce besoin. Elles l'ont déjà décrit de manière intuitive dans leur procédure, mais il convient ici de s'assurer que toutes les organisations, de manière, encore une fois, homogène, aient bien pris en compte ces risques liés à l'utilisation des services en cloud et anticiper aussi sur des scénarios de sortie de ces services cloud et quels seraient les impacts potentiels sur le bon fonctionnement des activités de l'entreprise. Donc ici, quelques peut-être indications ou quelques lignes directrices de mise en œuvre. L'idée, c'est bien sûr d'avoir des critères de sélection et périmètre d'utilisation des services cloud ou les services en nuage. L'idée ici est de s'appuyer sur des fournisseurs de services qualifiés déjà et qui permettent ou qui offrent des niveaux de garantie suffisants en termes de sécurité de l'information. Par exemple, on peut prendre le parti de nous appuyer exclusivement sur des prestataires cloud certifiés ISO 27001, ce qui va forcément vous exempter de bon nombre de mesures de sécurité ou d'actions ou de procédures à réaliser, parce que vous pourrez vous appuyer sur la certification de votre hébergeur. Donc, au-delà des critères de sélection, on a aussi besoin de définir les rôles et responsabilités. On sait qu'un service cloud, tous les services cloud ne se valent pas. Tout dépend de la nature du service consommé. On peut être en mode SaaS, en IaaS, en PaaS, et dans ces différents cas de figure, la responsabilité du fournisseur cloud peut plus ou moins être engagée. Et donc, forcément, par ricochet, c'est aussi le cas pour vous en tant que consommateur de ce service. Et c'est pour ça qu'il est primordial de définir jusqu'où va la responsabilité en termes de sécurité de l'information de mon fournisseur de service cloud et où est-ce que démarre aussi ma responsabilité, la responsabilité qui m'incombe au vu de la nature de la relation que vous avez avec votre fournisseur. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, il s'agira maintenant de définir ou d'écrire les règles ou les mesures de sécurité de l'information qui seront gérées par le fournisseur et aussi celles qui vont incomber au client ou à votre organisation. Donc, concernant le point 5.30, donc l'intitulé est la préparation des TIC pour la continuité d'activité. Donc ici, ça vient, comme je le disais, en complément de la continuité d'activité de métier. Et l'objectif est de préparer les TIC à la continuité d'activité en anticipant le mieux possible sur les éventuels dysfonctionnements et comment on pourrait les gérer de manière
efficiente et efficace afin de ne pas perturber, ou perturber le moins possible en tout cas, les services fournis par l'organisation et inclus dans le périmètre du SMSI. Donc ici, l'organisation devrait par exemple s'assurer qu'une structure organisationnelle soit en place pour se préparer à une perturbation avec des parties prenantes déjà identifiées, des cellules de crise, etc., avec les différents scénarios. Elle doit définir les plans de continuité des TIC, tels que les procédures, les réponses et les reprises détaillant la manière dont l'organisation prévoit de reprendre l'activité en cas de survenance d'un incident sur les services TIC. Et puis, bien sûr, tester, exercer, challenger ce plan de continuité de manière régulière pour s'assurer que celui-ci réponde donc, aux attentes et dans les délais impartis. Je ne l'ai pas précisé aussi pendant le début de la présentation, mais pour respecter les délais de cette presse, je propose de répondre aux questions à la toute fin. Je pense voir défiler quelques questions, mais pour ne pas vous faire trop déborder sur le créneau, je vous propose d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, pour continuer, donc là, on va changer de chapitre. On passe au chapitre 7 qui va concerner les mesures de sécurité physique. Ici, ce qui est attendu, c'est de renforcer la surveillance des locaux qui hébergent donc les actifs. C'est les serveurs, les salles serveurs, les salles et autres salles techniques. Donc, surveiller cet accès physique par le biais d'enregistrements, par le biais de mesures plutôt techniques, de capteurs volumiques, et qui vont permettre donc d'assurer que l'accès aux bâtiments abritant des systèmes critiques soit surveillé en permanence pour détecter tout accès non autorisé ou tout comportement suspect à travers des solutions de télésurveillance, d'alarme, de capteurs volumiques, etc. Voilà. Donc rien de bien particulier, si ce n'est un renforcement de cette thématique-là. Là, on change encore de chapitre, donc on passe au chapitre qui concerne les mesures techniques ou technologiques. Il s'agit ici donc de la gestion de la configuration. Donc, ce qui est attendu, l'objectif de cette mesure est de s'assurer que le matériel et les logiciels, ainsi que les services et les réseaux fonctionnent correctement avec les paramètres de sécurité requis. Donc, et que la configuration n'est pas altérée par des modifications non autorisées ou incorrectes. Donc, tout cela nous demande un travail en amont, de décrire les services, de décrire les procédures de configuration afin que les équipes puissent les déployer de manière correcte et ne pas avoir de mauvaises surprises par manque de paramétrage adéquat ou par manque de vigilance lors de la configuration de ces actifs. Pour ce qui est de la suppression de l'information, donc ce sujet vient faire écho à la réglementation RGPD, entre autres, réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Il s'agit ici simplement de définir des règles de suppression de données qui ne sont plus utiles à la conservation. Donc, cela va au-delà des DCP, des données à caractère personnel. On parle aussi de configurer les systèmes pour faire un nettoyage du cache, de la mémoire tampon, etc. Et donc, éviter toute exploitation d'une information qui, en plus de ne pas être utile dans le quotidien de l'organisation, pourrait, pour le coup, être préjudiciable si jamais elle était utilisée à mauvais escient par une partie malveillante. Pour ce qui est de la suppression des données, donc le masquage des données, donc ce chapitre est directement inspiré de l'article 32 du RGPD pour la protection des données à caractère personnel. Donc c'est une série de bonnes pratiques qui vont permettre finalement, par le biais de certaines mesures techniques, de masquer l'identité réelle des personnes, de la rendre suffisamment générique pour empêcher l'identification de manière directe, de manière personnelle d'une personne physique. Donc les techniques dont on parle, c'est tout ce qui est relatif au chiffrement, à la pseudonymisation, l'anonymisation. Il s'agit aussi de suppression de certains caractères, par exemple, qui peuvent peut-être donner
révéler des identités, des données à caractère personnel, mais pas que. On peut citer par exemple, lorsque vous avez sur un reçu de paiement par carte bancaire les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire, mais pas les premiers. Donc, pour éviter, bien sûr, évidemment, des cas de fraude et d'usurpation aussi d'identité ou d'usurpation de cette carte bancaire. Et donc, l'idée ici, c'est de s'appuyer sur des mesures de ce type pour voilà, appliquer autant que possible ces mesures de masquage des données qui font écho aussi à la nécessité de minimisation de la collecte des données à caractère personnel et aussi de proportionnalité dans l'utilisation, dans le traitement des données à caractère personnel afin de se limiter à ce qui est nécessaire et suffisant à la réalisation du service. Ensuite, on a un sujet, et pas des moindres, qui concerne la prévention de la fuite des données. C'est des sujets en lien avec ce qu'on appelle des systèmes DLP, Data Leakage Prevention. Pour éviter toute fuite de données, classée ou non externe par l'organisation, on doit anticiper au mieux ces potentielles fuites. Pourquoi c'est un sujet qui reste loin d'être neutre, c'est parce qu'il va forcément induire impliquer d'autres thématiques dans le SMSI, notamment la nécessité pour une organisation d'identifier, de classer les informations de manière exhaustive pour les protéger contre des fuites. Donc, on peut parler d'informations personnelles, mais pas que. On peut aussi imaginer des bilans financiers, des spécifications technico-fonctionnelles et qui pourraient être d'un produit et qui pourraient être qui pourraient fuiter, qui pourraient mettre à mal et offrir un avantage concurrentiel non négligeable à des personnes malveillantes ou des entreprises malveillantes. Donc, d'où l'importance de ce point qui va donc nécessiter en amont de préparer un inventaire des actifs les plus exhaustifs possibles, qu'on ait une idée claire sur les actifs informationnels dont on dispose, comment les classer, et donc faire appel forcément à la procédure de classification qui, pour le coup, doit être respectée de manière rigoureuse et appliquée de manière exhaustive elle aussi. Donc voilà, on voit que finalement, il ne s'agit pas uniquement de prévenir la fuite, mais aussi je pense, voilà, l'idée derrière la tête de l'organisme ISO était de renforcer aussi la bonne application des mesures sous-jacentes à cette mesure de sécurité sur la fuite des données. Voilà. Donc, il nous reste encore 3 petites nouvelles mesures qui ont été induites par la nouvelle version de la norme. Donc, l'activité de surveillance, il s'agit ici voilà, de surveiller vos systèmes de sorte à ce que voilà, la configuration soit adéquate et que le fonctionnement réponde aux attentes IT. Donc, il est essentiel là de surveiller en permanence les réseaux, bien sûr, les applications et repérer les comportements inhabituels. Ça passe par des moyens techniques comme les SIEM, tout simplement. Et ici, l'idée était d'entériner la nécessité de surveiller les actifs les plus critiques et de veiller à ce qu'il y ait un suivi et une réaction à ces comportements potentiellement frauduleux ou au moins inhabituels, comportements inhabituels, pour qu'on puisse y répondre de la manière la plus efficace et efficiente possible. Pour ce qui est du filtrage Internet, donc ici, l'idée était simplement de mieux gérer les accès aux sites web externes, de définir des règles, par exemple en listant dans un référentiel les sites web connus ou soupçonnés d'être malveillants, par exemple, ceux qui distribuent des logiciels malveillants ou des contenus de hameçonnage. Il s'agit aussi de lister les sites web malveillants obtenus à partir de renseignements sur la menace. Donc, ça fait écho à la clause, au chapitre 5.7, la veille sur la menace. Et donc, à partir de ce travail, de ces outputs de la veille sur la menace, identifier de manière précise les sites web qu'il conviendrait
de surveiller parce qu'il pourrait avoir potentiellement un impact si jamais la menace exploitait une vulnérabilité. Et puis les sites web qui partagent des contenus illégaux, évidemment. Aujourd'hui, on fait incomber aussi une partie de cette responsabilité à l'entreprise, même si ça avait été déjà un petit peu le cas. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle version de la norme 27001, il est clairement dit que l'entreprise doit aussi veiller à ne pas permettre l'accès à des contenus illégaux en partant de supports fournis par l'organisation. Et enfin, on termine avec le développement sécurisé. Donc ici, l'idée était de renforcer ce sujet-là à travers des mesures qui vont permettre de mieux anticiper les vulnérabilités des logiciels, qui vont donc aussi engendrer des mesures de sécurité dans le développement, de sécurité dans le code source. Donc ici, l'objectif est à la fois de bien connaître les vulnérabilités à l'état de l'art, d'être au fait des dernières vulnérabilités connues et exposées sur Internet, et de pouvoir anticiper au mieux la non-survenance ou la non-réalisation, la non-exploitation de ces vulnérabilités par des parties malveillantes. Donc voilà pour ce qui est des 11 nouveaux contrôles de sécurité qui ont été induits par l'ISO 27001 dans sa version 2022 et à travers son annexe A. On avait parlé tout à l'heure du concept d'attribut. Donc le concept d'attribut, encore une fois, l'objectif principal était de mieux organiser, de mieux dispatcher le travail, mieux distribuer le travail et les responsabilités au sein de l'organisation. Donc ici, un contrôle pourrait être rattaché à plusieurs hashtags. On peut avoir pour le même contrôle le type de mesure, qu'elle soit préventive, détective, corrective. On va avoir aussi le critère de sécurité sur lequel cette mesure va agir. Est-ce qu'elle va agir sur la disponibilité, l'intégrité, confidentialité? Donc là, la liste n'est pas exhaustive, n'est pas exclusive dans le sens où une seule mesure, une seule et même mesure peut répondre à un ou plusieurs critères de sécurité. Donc, elle peut aussi bien agir sur la disponibilité que sur l'intégrité ou sur la confidentialité. Il s'agit aussi de rapprocher donc, les mesures de sécurité des concepts cybersécurité induits dans le CCF, le Common Control Framework du NIST, et puis de décrire aussi les capacités opérationnelles. Ici, pour chaque mesure, on dira si elle s'inscrit plutôt dans une capacité opérationnelle d'ordre de gouvernance, ressources humaines, assurance SSI, etc. Donc ici, ça permet encore une fois de mieux finalement se dispatcher le travail et mieux cibler les parties intéressées et les inclure aussi dans la réflexion quand il s'agira de mettre en œuvre ces mesures de sécurité. Et puis on a aussi un autre hashtag ou un autre attribut qui concerne le domaine SSI. On a gouvernance et écosystème, protection et defense. Donc voilà, c'est des éléments qui vont aider à la lisibilité finalement des mesures et d'éviter les effets encore une fois, de concentration de la responsabilité sur un nombre assez réduit de porteurs. Donc, avant de passer à quelques retours d'expérience chez nos clients, le dernier point ici sur la spécificité de la nouvelle version concerne toujours le zoom sur le concept d'attribut. Vous avez ici quelques exemples que l'on peut retrouver. Donc, capacité opérationnelle, on peut très bien attacher chaque mesure de sécurité ou segment de contrôle a une ou plusieurs capacités opérationnelles, la continuité, la gouvernance, la gestion des actifs, la sécurité physique, etc. Donc ici, c'est un moyen pour vous de mieux anticiper et de mieux finalement faire appel aux équipes intervenantes au sein de votre organisation. On a aussi un sujet sur le domaine de sécurité ici, en classant les contrôles vis-à-vis de la perspective du domaine, de l'expertise, des services et des produits de sécurité. Donc, dépendamment des organisations, si elles sont de plus ou moins grande envergure, ces éléments pourraient être plus ou moins utiles. Pour des organisations de taille plutôt limitée, assez réduite, je pense très sincèrement que vous serez moins amené à devoir saucissonner ou faire ce mapping de manière systématique
de l'ensemble de vos mesures, même si c'est mieux de le faire pour anticiper bien sûr les évolutions, pour anticiper la montée en échelle ou l'escalade, etc. Donc voilà. Pour terminer juste sur cette partie-là, avant d'entamer la partie retour d'expérience et respecter donc le délai de cette présentation, on a aussi des types de mesures que j'avais évoquées tout à l'heure, des mesures préventives. Donc, comme son nom l'indique, c'est des mesures qui vont anticiper la survenance d'un incident. Et donc, on va les mettre en place de manière préventive. Les mesures détectives sont les mesures qui vont nous permettre d'identifier la présence ou non d'un incident, la survenance ou non d'un incident, la présence d'une menace. Donc la veille sur les menaces pourrait facilement être rattachée à des mesures plutôt détectives. Et puis à la fin, on a des mesures correctives, c'est lorsque l'incident est déjà survenu et quelles sont les mesures que l'on met en place pour corriger, pour rectifier le tir. Et là, cela fait appel à toutes les mesures qu'on a anticipées dans le plan de continuité d'activité, par exemple, pour ne citer que cet exemple. Donc, dans cette partie-là, ce que nous souhaitions donc vous présenter, c'est quelques bonnes pratiques qui émanent de nos retours d'expérience à travers des récentes missions réalisées auprès de clients déjà certifiés ISO 27001 sur l'ancienne version, qui ont souhaité donc basculer vers la nouvelle version de la norme. Donc ici, de manière très pragmatique, nous avons donc bien sûr entamé la mise à jour de la PSSI pour y inclure les nouvelles mesures de l'annexe 1 et de s'assurer que l'intégralité des mesures applicables au contexte de l'organisation soit bien incluse dans la PSSI. Il s'agissait aussi de mettre à jour les supports de formation et de sensibilisation au SMSI en expliquant les nouvelles mesures, comment cela allait impacter le quotidien des personnes, des opérationnels, des managers, pour donc respecter ou faire respecter les nouvelles mesures qui ont été induites par cette nouvelle version. Il s'agissait aussi de mettre à jour les KPIs, d'inclure de nouveaux indicateurs de performance qui allaient permettre d'évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience des nouvelles mesures de sécurité. Donc les 11 nouvelles mesures, ce que l'on a préconisé, c'était d'avoir des indicateurs de performance sur ces nouvelles mesures afin de démontrer aussi, il s'agira de cela aussi, à l'auditeur que vous avez très bien pris en compte et de manière sérieuse cette transition vers la nouvelle version de la norme à travers la mise en place des mesures de sécurité, à travers leur description dans la documentation, mais aussi à travers leur pilotage par des indicateurs de performance. Nous avons été aussi amenés à adapter, donc ce qui est en vert, c'est des actions d'adaptation, vous l'aurez compris. Donc adapter l'audit interne, donc le plan d'audit interne, qui donc s'est vu mis à jour pour justement couvrir les nouveaux chapitres de l'annexe A. Pour ce qui est des vérifications, nous avons revu donc les contrôles, forcément, en veillant à ce que les nouveaux processus soient bien inclus dans la nouvelle dans le nouvel SMSI, enfin le SMSI une fois mis à jour, qu'on inclut bien les nouveaux processus, que l'on revoit aussi la gestion des incidents, qu'on retraite aussi le PCA en y incluant la partie TIC, et puis voilà, réaliser toutes les activités autour de la veille sur la menace, la sécurité des fournisseurs cloud, et puis la sécurité aussi ou la supervision de la sécurité physique. Donc tous les nouveaux contrôles, forcément, on devait les décrire déjà dans la documentation avec le concours des personnes concernées, les porteurs de processus, mais aussi les équipes opérationnelles, parce qu'en fin de compte, c'était des processus qu'ils devaient assumer par la suite. Et donc, montrer patte blanche le jour de l'audit sur leur capacité à bien les appliquer, à bien les appréhender et les appliquer au sein de leurs équipes. Il s'agissait aussi de mettre à jour la gestion des risques. Forcément, l'analyse de risque a été revue à l'aune des nouveaux contrôles et nouvelles exigences. Lorsqu'on constate qu'il est désormais question de continuité d'activité des TIC, de technologies de l'information et des communications, et bien forcément, on va revoir la gestion des risques avec le prisme ou avec des scénarios qui viendraient mettre à mal
les SLA ou les engagements de service ou bien les attentes tout simplement de ces technologies de l'information et de la communication en termes de disponibilité, pour ne citer que cet exemple. Et puis enfin, il a été évidemment question de revoir la DDA, la déclaration d'applicabilité. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, donc la déclaration d'applicabilité, ça reprend les 93 mesures de sécurité de l'annexe A, à partir desquelles on va venir sélectionner ou désélectionner certaines mesures parce que celles-ci sont justifiées ou pas par le contexte de l'organisation ou par les résultats de l'analyse de risque. Donc l'idée ici est de veiller à ce que les nouveaux contrôles soient inclus lorsque ceux-ci sont applicables au contexte de l'organisation, sinon il ne sera pas nécessaire de les inclure dans leur intégralité, de veiller aux fusions. Problème de connexion, peut-être que j'ai été déconnecté. Je prie de m'excuser, je ne sais pas à quel moment cela est arrivé. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer quelques retours d'expérience à travers de récentes missions d'accompagnement à la transition vers la nouvelle version de la norme 27001. Donc il s'agissait d'entreprises qui étaient déjà certifiées ISO 27001 sur l'ancienne version et qui souhaitaient être accompagnées par nos soins pour la mise à jour de leur SMSI. Donc il y a eu des actions de mise à jour qui sont identifiables en rouge ici et qui concernent la gestion des risques en priorité. Donc revoir l'analyse de risque à l'aune des nouveaux contrôles et des nouvelles exigences. Il s'agissait aussi de revoir la documentation avec la nouvelle réorganisation, une nouvelle arborescence pour pouvoir couvrir les nouvelles exigences, les nouvelles mesures de sécurité surtout induites par l'annexe A et les mettre plus facilement en exergue dans le but, au vu des prochains audits de transition vers la nouvelle version. Il s'agissait aussi de réaliser des actions de vérification. Donc, on a vérifié les contrôles pour veiller à ce que les nouveaux processus soient bien décrits. On parle ici de gestion des incidents, le PCA sur les technologies de l'information et de la communication, la veille sur les menaces, la fourniture des fournisseurs cloud et la supervision de la sécurité physique. Et aussi d'adapter certains supports qui existaient déjà, l'audit interne pour pouvoir couvrir l'ensemble des chapitres de l'annexe A et les supports de sensibilisation pour inclure justement ces nouvelles mesures de sécurité et expliquer aux équipes comment cela va impacter leur quotidien afin de faire respecter donc les nouvelles mesures induites par la nouvelle version de la norme. Et enfin, il s'agissait aussi d'inclure dans la PSSI les nouvelles mesures de l'annexe A lorsque celles-ci étaient applicables au contexte de l'organisation. L'idée n'était pas de les reprendre dans leur intégralité sans avoir une préanalyse avant de statuer sur le fait qu'elles aient du sens pour l'organisation, qu'elles fassent écho à la nature des activités qu'elles fournissent dans le cadre dans le périmètre du SMSI. Et puis de mettre à jour les indicateurs du SMSI afin d'y inclure la surveillance des nouvelles mesures de sécurité. Il s'agit aussi ici de rassurer l'auditeur lors du prochain audit et de lui montrer de manière assez tangible tout le sérieux qui a été fait pour la transition vers la nouvelle version et ne pas se limiter à décrire des choses dans la documentation sans qu'il y ait des mesures opérationnelles derrière qui prouvent la bonne application de ces nouvelles mesures. Donc, le tableau de bord du SMSI est un bon entrant pour assurer cela. Juste avant de terminer donc, cette présentation, ce que l'on souhaitait
engagé un petit peu comme discussion, c'était de savoir si on pouvait aujourd'hui considérer donc la norme ISO 27001 dans sa version 2022 comme le socle commun autour duquel venaient donc se cranter d'autres référentiels et donc faciliter l'atteinte de la conformité aux directives et règlements européens tels que NIS 2 et DORA. Donc ici, on s'est laissé un exercice de comparaison assez macroscopique entre ces différents référentiels. Et on peut constater de manière assez triviale le fait que ces référentiels partagent bon nombre de points en commun, notamment l'approche par les risques, qui est donc la base des trois cadres qui encouragent clairement les organisations à identifier, évaluer et gérer les risques de sécurité de manière systématique et continue. Il s'agit aussi de traiter la sécurité de l'information d'un point de vue gouvernance de la conformité, où là, l'objectif est d'établir des politiques, des procédures et des processus qui vont permettre d'assurer la conformité légale et réglementaire dans une approche systémique, c'est-à-dire une approche complètement intégrée. Le troisième point concerne le renforcement de la résilience. L'ISO 27001 et NIS 2 visent à renforcer la résilience opérationnelle des entreprises face aux menaces de manière assez globale, tandis que DORA va se concentrer sur la résilience opérationnelle des fournisseurs de services financiers dans le domaine du numérique. Donc, c'est un point différenciant qu'on pourrait relever entre ISO 27001 et NIS 2 par rapport à DORA. Mais au final, lorsqu'on considère le renforcement de la résilience de manière suffisamment globale et englobante, et pour peu que les services financiers fassent partie du périmètre de la certification ou de l'homologation, eh ben, on devrait déjà répondre à un bon nombre d'exigences de DORA. Il s'agit aussi pour les trois d'avoir une approche dite holistique. On va considérer la sécurité de manière englobante, de manière assez transverse, suffisamment transverse en tout cas pour couvrir un large spectre cyber qui inclut donc la gestion des risques, la résilience IT, la couverture des surfaces exposées aux menaces, etc. Et puis enfin la protection des SI critiques, où ici lorsque ISO 27001 met l'accent sur la protection d'une organisation sur un périmètre donné, donc le périmètre de certification, NIS 2 et DORA se concentrent respectivement sur la sécurité des réseaux et des SI dits réglementés, et DORA sur les services financiers. Voilà. Donc à cette question, notre point de vue est effectivement, si on veut commencer, si on se pose des questions sur la bonne prise en compte de ces différentes directives et réglementations et quel serait le point de départ en attendant la publication, par exemple, dans sa version finale du texte sur NIS 2 et la transposition, et aussi la publication des dernières RTS et ITS sur DORA, ben, notre avis objectif était de s'appuyer sur l'ISO 27001 comme étant un socle, un framework commun qui va faciliter forcément l'atteinte des autres conformités. On arrive déjà à la fin de cette présentation. Je vais basculer sur l'autre écran pour voir s'il y a des questions. Il y en a pas mal, effectivement. Très bien. Donc, est-ce que la mise en conformité à l'ISO 27001, si je paraphrase, permet d'avoir une présomption de conformité à NIS 2? Alors, sans trahir de secret, encore une fois, il est évident que les deux référentiels partagent bon nombre de points en commun. Donc, à l'évidence, il nous semble assez pertinent de considérer que l'ISO 27001 est une base suffisamment générique et englobante pour permettre la mise en conformité à NIS 2. Et donc, ce serait, oui, une bonne approche que de commencer par la mise en conformité à l'ISO 27001 pour anticiper
sur la publication en définitive du texte sur NIS 2. Je continue. L'organisme ISO dit que la 27001 n'est pas Security Framework en comparé à NIST. Security Framework, oui, peut-être. Je ne suis pas certain, Ali, de cette affirmation. Ça concernait peut-être la partie exigence ISO 27001, mais si on regarde l'ISO 27002, qui décrit de manière un peu plus opérationnelle les attentes ou les objectifs, les contrôles définis dans l'annexe 1 de l'ISO 27001, il s'agit bien là d'une description suffisamment détaillée pour qu'on puisse s'y appuyer dessus et considérer cela comme un framework. Après, évidemment, l'un ou l'autre s'applique de manière plus pertinente donc à la nature même, aux objectifs de l'organisation. Donc ici, l'objectif était de démontrer aussi que l'ISO 27001, finalement, à travers ce travail de hashtag ou le concept d'attribut, allait faciliter la lisibilité entre ces deux référentiels. Eh ben, on est d'accord alors, Ali. Oui pour la 2. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, une question intéressante aussi qui concerne la certification HDS. Donc, nous sommes certifiés HDS. Est-ce que faudrait-il anticiper je paraphrase un petit peu parce que je ne comprends pas très bien le sens. D'accord. Donc, l'idée ici, c'est une organisation qui est certifiée HDS doit-elle d'ores et déjà anticiper ou migrer vers la nouvelle version de la norme 27001 ? Alors, effectivement, c'est une excellente question parce que nous sommes dans une période où l'ANS, donc l'Agence nationale en santé, l'Agence du numérique en santé, a publié récemment des éléments annonciateurs de la nouvelle version d'HDS. HDS est le référentiel hébergeur consacré qui concerne les hébergeurs de données de santé. Et donc, l'ANS a bien listé les changements qu'on devrait attendre. Parmi ceux-là, c'est évidemment le fait que le nouvel HDS fasse référence à la nouvelle version de la norme ISO 27001, alors qu'il était question de l'ISO 27001 2013 jusque-là. Et la publication du référentiel HDS est attendue pour le premier trimestre 2024. C'est ce qu'on peut lire sur le site de l'ANS. Donc, il en reste 9 jours pour respecter les délais, mais on a déjà un référentiel draft qui date d'octobre 2022, il me semble, et qui devrait ressembler très probablement à la version définitive du texte. Donc oui, il serait de bon augure il serait pertinent, oui, effectivement, de commencer la migration vers la nouvelle version de la norme, parce que le nouvel HDS va faire référence à cette nouvelle version. Et puis, encore une fois, rien ne sera perdu de ce que vous aurez déjà réalisé. Il y aura des ajouts, essentiellement. On a vu tout à l'heure les 11 nouvelles mesures de sécurité qu'il conviendrait de mettre en œuvre pour respecter la nouvelle version. Et puis, d'anticiper de manière sereine donc, le basculement vers cette nouvelle version de HDS. Il est dit aussi sur le site de l'ANS de mémoire qu'une fois que le nouveau référence HDS sera publié, les organisations auront 6 mois avant pour se mettre en conformité à ce nouveau référentiel. Donc ça motive d'autant plus le fait d'anticiper ce basculement vers la nouvelle version de la norme 27001. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Si cela vous convient, je vous propose de s'arrêter ici. Donc, merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à remplir le formulaire si vous souhaitez recevoir donc, le support et puis qu'on puisse prolonger les échanges concernant votre organisation de manière spécifique et qu'on puisse vous apporter toute l'aide que l'on pourra vous apporter. Merci encore. Et à bientôt.